Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, fêtons ensemble, à 1 ou 2 jours près selon quand cette vidéo sera publiée, les 50 ans d'un film américain ma foi fort important, sorti donc en 1975, Les Femmes de Stepford, ou en version originale, The Stepford Wives, qui est une adaptation de roman écrit par Ira Levin, qui avait même fait Rosemary's Baby, donnant lieu à un autre métrage important de la fin des années 60, et sur une réalisation de Bryan Forbes, un Britannique dont je n'ai vu qu'une seule œuvre, celle-ci, que j'ai revue. Voilà, il s'agit pour moi d'un revisionnage d'un métrage que j'ai découvert à l'été 2023, donc très récemment, ma foi. À l'écriture, nous avons William Goldman, un scénariste important à Hollywood, puisqu'il pondra notamment Les Hommes du Président peu après. Et au niveau acting, pas forcément des grandes stars à l'époque, mais des gens qu'on a vus ailleurs, bien sûr. L'héroïne étant interprétée par Catherine Ross. À ses côtés, nous avons Paula Prentice, citons aussi Peter Masterson, Patrick O'Neill, que j'ai reconnu très vite parce que je l'avais vu dans des épisodes de Columbo, dont au moins un que j'aimais beaucoup. Je ne sais plus lequel exactement, mais voilà. Il y a aussi Nanette Newman, qui était l'épouse du metteur en scène, et ils sont restés ensemble pendant de nombreuses années. C'est très amusant vu l'intrigue ici du film. Tina Louise aussi, qu'on a pu voir dans des séries qui pullulaient sur nos écrans français à l'époque, notamment Dallas, je crois. Bref, donc des têtes qu'on reconnaît, mais on ne met pas forcément des noms dessus tout le temps. Et nous sommes ici en présence d'un drame horrifique, thriller psychologique et plus si affinité. Je préviens d'avance, il y aura une zone spoiler, parce que pour aller au bout de mon analyse, entre guillemets, parce qu'un procédé critique, c'est pas vraiment des analyses, c'est du ressenti avec réflexion, quoi, pour ouvrir l'échange, bah oui, je suis quand même obligé d'aller vers la fin, et puis pour les inspirations d'avant et d'après aussi, vous allez me comprendre. L'histoire assez simple, sur le papier, du couple Eberhardt, Johanna et Walter, qui déménagent de New York, donc changement complet de contexte pour vivre dans une petite bourgade tranquille, vraiment, avec beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de flux. Et les deux travaillent beaucoup. Walter, d'ailleurs, il le dit à un moment, 80 heures par semaine, on voit qu'il est très stressé. Et sa femme, même s'ils ont des enfants, des filles, je crois, enfin bon bref, elle aussi, elle bosse, elle est photographe, donc elle est indépendante. Et d'ailleurs, c'est un couple assez progressiste là-dessus, vous voyez. Bon. Et ils débarquent là-bas, où tout a l'air magnifique, super bien, et très vite accueilli lors de l'aménagement par la voisine qui amène un gâteau. Voilà, c'est chaleureux l'accueil, quoi. Ça cache peut-être quelque chose. Et Johanna, au début, elle est plutôt contente d'être là, mais elle essaye de s'intégrer, elle observe, beaucoup de jeux de regard de son point de vue. Et elle va faire ami-ami avec Bobby, qui est là depuis 3-4 mois à peine, juste avant elle. Elles ont l'air bien heureuses, voilà, très vite deviennent les meilleures potes, assez libérées. D'ailleurs, elle va le faire un peu bouger les choses, parce que dans cet endroit, les femmes ont l'air assez sages, entre guillemets. Voilà, les maris font de leur réunion entre eux, et leurs épouses n'y sont pas conviées. Et donc, se disent, si on pouvait faire nous aussi nos réunions, voilà. Alors pour cela, elles vont voir une troisième Laronne, là, qui s'appelle Charmaine, qui est là aussi depuis pas si longtemps que cela, qui est assez libre aussi, elle a son cours de tennis et tout. Mais finalement, les autres rejettent un peu l'idée, ou sont pas trop chaudes à cela. Notamment la voisine qu'on voit au début, donc qui amène le gâteau, qui a des attitudes étranges. Alors, sous couvert de problèmes avec l'alcool, on sent qu'il y a peut-être un autre souci avec un mari qui est très possesseur et elle se laisse parfaitement dominer. Vous voyez bien que le verre est dans le fruit. Et en effet, très vite, on comprend que les femmes de Stepford sont d'une certaine manière soumises, mais on ne comprend pas pourquoi. Et plus on monte crescendo, plus on va rentrer dans une forme, pour les deux personnages principaux, de doute, voire de théorie du complot. On essaye de comprendre et d'expliquer les choses plus ou moins rationnellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai souci. C'est que les femmes font exactement ce que les maris veulent, pour la plupart, la cuisine, et même assouvir leur désir sexuel. Donc, vous comprenez l'idée. C'est un film éminemment féministe, comme l'était probablement le bouquin. Un bouquin antérieur, qui a été publié, donc, je crois, 2-3 ans avant à peine. On est en pleine vague, et bien installé, deuxième vague féministe américaine. Et c'est comme si ce film sonnait en tant que rappel de certaines choses, ou de dénonciation de faux semblants. C'est pas parce que les femmes ont plus de place que c'est encore parfait, loin de là, et encore de nos jours. Et puis, c'est pas forcément sûr que ça va s'arranger sur ces prochaines années. Vous voyez pourquoi je parle de cela?
aux États-Unis, mais bon, peu importe. Là, il y a quelque chose. Et il se passe dans ce film ce qui doit se passer. Et on voit les références, et on voit ce que ça a référencé après. Parce que quand je disais film important au début, bah, évidemment pour le message passé, qui sonne encore potentiellement juste de nos jours, parce que bah, y a toujours l'idée que l'histoire peut se répéter. Mais parce que ça a laissé une trace, le bouquin et le film, dans ce qui a pu être fait après. Et là aussi, quelques racines préalables. Bon, moi ce qui me marque, et au revisionnage ça marche encore mieux, c'est l'ambiance, l'atmosphère, qui peut paraître un peu étirée, faussement simple, voire niaise par moment, mais en fait, ça colle à l'idée que le reflet, les échos que Johanna, notre personnage principal, perçoit de ce qu'il y a autour. D'ailleurs, beaucoup de jeux de miroir, je reviendrai là-dessus évidemment dans la fin, pour la zone spoiler. Elle est là, elle essaie de comprendre, et nous avec, se dire que où est le mal, pourquoi ça ne matche pas, voilà. Et c'est parfaitement mis en place par la photographie de, j'ai envie de le citer, alors il n'est pas cité sur la page Wikipédia française, mais en britannique oui, enfin anglophone, Owen Roseman, qui quand même a fait des choses très importantes également, il s'est occupé de l'Exorciste, il aimait capter le mal. Un mal un peu faussement lumineux, comme ça, avec une tonalité, je sais pas, pâle, un peu faussement lumineuse. Voilà, c'est difficile à expliquer. Network aussi, il faudra donc des films qui marquent l'horreur psychologique ou une dénonciation de certaines choses de la société. Et ça fonctionne super bien. Voilà. C'est difficile à exprimer. C'est-à-dire que les longueurs, on peut les sentir si vous voulez, mais elles sont nécessaires aussi à nous plonger dans ce qui se passe et nous mettre dans le malaise. Et c'est là où Katharine Ross est remarquable. Parce qu'elle a un jeu à la fois détaché et engagé par rapport à ce qui peut se passer. Et tout ce qui se passe autour est assez violent. Notamment le personnage aussi de Cara Vincent. Donc c'est elle qui est jouée par l'épouse du metteur en scène. On voit qu'il la dirige bien. C'est vraiment faussement méta indirect là, par rapport à ce qui se passe dans le film. Mais ouf, ça a dû être drôle pour les deux, en espérant que c'était vraiment drôle pour Nanette Newman, de jouer cela alors qu'ils étaient ensemble et qu'après la journée de tournage, ils restaient à discuter, j'imagine. Donc voilà. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit le patriarcat local, donc qui s'est installé, qui est posé, quoi. C'est-à-dire que les choses sont là, les règles sont préétablies. Il y a ce moment où elle assiste, Johanna, parce qu'elle n'est pas interdite, il n'y a pas d'interdiction en vrai, c'est plus subtil que ça. Elle assiste quand même à cette réunion de mecs, et elle se sent observée, pas à sa place d'ailleurs, il y en a un qui bégaye, on voit que un truc qui est bizarre en fait, et on comprendra d'autant plus pourquoi quand la révélation sera faite, et il y en a un même qui dessine, voilà. C'est-à-dire qu'elle est scrutée, et elle est déjà mise autrement que dans son humanité sur un papier, par un artiste. Derrière, ça cache des choses. Avec le Manitou local, l'homme le plus influent, qui visiblement a bossé à Disneyland, que surnommé Diz, et là aussi ça a une importance évidemment sur la diégèse globale et ce qu'on apprend sur la fin. Donc évidemment, avec son ami Bobby, elles vont essayer de comprendre. Alors, empoisonnement de l'eau, ce serait trop simple ça. On n'est pas dans Dark Waters, le scandale de l'eau aux États-Unis n'arrivera qu'après. Me semble d'ailleurs, hein. Donc oui, et c'est pour ça que c'est fascinant. Avec une musique qui est très détachée aussi, enfin, c'est quelque chose d'ambiance. Alors évidemment, vous pouvez avoir du mal sur ce genre de film, mais quand vous arrivez au bout, vous vous dites, tout fait sens, au final, dès la première scène. Il va faire écho indirectement à la dernière, mais bon, de toute façon, la première scène, où on voit donc Johanna se regarder dans un miroir, elle est observée un petit peu de loin par la caméra, à travers les pas de porte et tout, une sorte de distance qui se fait, puis après elle va même observer à travers la fenêtre, il y a ces idées d'observation, et qu'il y ait des passages entre elle et ce qu'elle voit, ou ce que nous voyons de la caméra et elle, ou les reflets, etc. Donc il y a quelque chose qui fait que de position humaine et de femme libre, là on voit qu'il y a quelque chose qui peut la sortir de ce qu'elle est vraiment. Donc ça renvoie à ce qui va se passer. Allez, je la fais la zone spoiler. Spoilers. Bon, première chose, déjà, dans le premier événement important qui va faire basculer les choses, à part donc le personnage de la voisine bizarre, qui va même avoir un petit accident, un moment, bon, elle va être amenée à l'hôpital, mais c'est pas la bonne route, donc vous sentez qu'il y a déjà vraiment un testicule dans le pâté, pour rester poli. Mais son ami Bobby, alors déjà la première chose, non,
Charmaine, chez qui elle allait jouer au tennis et tout, là, libérée, à un moment, elle fait détruire son terrain et elle devient tranquillement, voilà, elle renvoie la bonne. Et elle va s'occuper des enfants. Donc là, vous voyez, il y a un twist, changement d'attitude total. Et ben, il va arriver la même chose à Bobby. Et donc là, Johanna, elle pète un plomb. Sa meilleure amie là, locale, qui rejetait tout ce qui était foyer, machin, elle la retrouve hyper maquillée, faire des gâteaux, ça ne lui ressemble plus. Ce n'est plus la même. Et là, on sent que... Alors, soit elles ont été droguées, soit c'est pire. Johanna va même s'attaquer à son mari, parce qu'il y a quelque chose de très fort avec le doute qui s'insinue. On se rend compte que leur relation, donc entre Johanna et Walter, n'est pas si saine que cela. Il y a une forme de toxicité sous-jacente indirecte par rapport à la société. Le gars, il est hyper stressé par son boulot. À un moment, il va reprocher à sa femme de ne rien fiche, mais pratiquement, hein. Si c'était son travail, il dit « Ah voilà, moi je rentre et tout, tu devrais plus t'occuper des enfants, au lieu de les envoyer chez la nounou, je sais plus quoi, chez une voisine, enfin bon bref. » Il lui fait ce reproche-là, sans être dans le complot global, parce qu'il y a une forme de complot global, donc du coup, c'est terrible ça. Donc ça montre que finalement le mal masculin, quel qu'il soit calculé ultime, comme c'est le cas ici, dans une forme de paradis patriarcat forcé, ou que non, ça, on y revient encore. Et en fait, on va découvrir que les femmes de Stepford, alors là c'est pas très subtil, vous allez me dire, mais en soi, on rentre dans de la SF, et c'est là où je vais revenir aux influences, elles ont été remplacées par des robots. Et quand Johanna découvre cela, alors nous on est choqués sans être choqués, finalement on se dit c'est logique. D'abord, elle le voit parce qu'elle plante un couteau, elle comprend que ce n'est plus son ami Bobby, elle lui plante un coup de couteau. Alors c'est très très étonnant parce que bon, si elle s'était trompée, elle l'a tué quand même, donc ça montre que la parano et la folie pouvaient la conduire. Mais bon, au final elle a raison, c'est un robot. Bobby est un robot et on la voit dysfonctionner, c'est une scène qui est extraordinaire ça. Terrible, et donc Johanna va aller voir le gars là, qui se fait surnommer Diz pour Disneyland, et qui en gros, de son expérience de Disneyland, a remplacé les femmes par des automates, c'est plus facile à gérer. Stepford, c'est une sorte de parc d'attractions à son image du patriarcat, quoi. L'idée, elle est là. C'est peut-être pas très fin, mais au moins, c'est quand même l'idée de l'Amérique, hein, du conglomérat global, Disneyland, hop. Bref, on tire les ficelles pour mieux dominer, pour mieux se soumettre, afin que les choses se passent comme ils veulent. Et donc, ouais, elle va faire face à son double, à son elle non terminé robot, parce que les yeux sont noirs, moment de flip absolu, ça. C'est entre la 4e dimension, je vais y arriver, et X-Files, pour, vous savez, l'huile noire, là, moi j'ai pensé à ça aussi. Et c'est terrible. Voilà, elle va mourir, elle va se faire remplacer, et la fin, elle est violente. À la fin, on voit toutes les femmes dans ce supermarché, elles ont toutes, et donc Bobby, ok, d'accord, mais Johanna aussi, elle est morte. C'est un robot. Et c'est là où débarquent les Afro-Américains, alors ça c'est terrible aussi. C'est-à-dire que nous, le prochain couple qui va être victime, la prochaine femme qui va être victime, c'est la première Afro-Américaine du coin. De ce coin faussement progressiste, à un moment, on voit la dame un peu plus âgée qui le dit « Oh, c'est cool, de toute façon, nous, on est très libéraux, même qu'avant, on était fer de lance du féminisme. » Ah bah oui, bah ça a bien changé. C'est terrible, là. C'est presque cynique, d'ailleurs, dans la bouche d'une femme qui est probablement un robot. Au final, elle aussi. Et donc, ouais, les Afro-Américains, bon, bah, vous voyez, le message sur l'Amérique aussi, c'est quand même intéressant sur ce final, ça on dit long. Et donc on est là, ok, final glaçant et tout. Le jeu de miroir, on le comprend mieux, hein, puisque le jeu de miroir, c'est jusqu'au bout. Elle va avoir son reflet, mais le reflet robot. Ok, comme ça qu'il va se rapprocher d'elle et c'est terminé, quoi. Hein. Scène vraiment dure. Hein. C'est du slasher un peu aussi, mais un slasher fantastique cringe. Et donc, c'est un film et un roman de base qui probablement s'inspire de certains écrits antérieurs qui ont donné lieu, alors je dis cela parce que c'est souvent comme ça, hein, à des épisodes de la 4e dimension, Twilight Zone, extraordinaires. Je pense évidemment à Number 12 Looks Like You, portrait d'une jeune fille amoureuse, hein, je crois que c'est en version française. Ou pareil, enfin, c'est pas la même histoire, mais les jeunes filles vont être remplacées par des robots, par des mannequins, enfin des trucs, des automates, quoi. C'est comme ça, pour qu'elles soient mieux dans la société, parfaite, quoi. Il y a ça. Il y a aussi un autre épisode de la 4e dimension qui s'appelle L'échange. J'ai plus le titre anglophone en tête. Où, arrivé à un certain âge, on va se remettre dans des corps. Et donc c'est passionnant, ça. Beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi le 9e étage, où c'est l'inverse. Je ne vais pas vous spoiler le 9e étage de Twilight Zone, mais c'est littéralement l'inverse. Hein. Une sorte de parenthèse rêvée inversée.
Génial, hein, Twilight Zone, il faut que vous voyez beaucoup d'épisodes un jour, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, il faudra que j'y revienne sur la chaîne, peut-être un live ou je sais pas quoi, mais bon, c'est compliqué, hein, c'est quand même une anthologie avec beaucoup de choses passionnantes et impactantes. Et du coup, Les Femmes de Stepford, c'est une des influences reconnues de Jordan Peele pour Get Out. Voilà, Get Out, qui s'inspire peut-être de Rosemary's Baby aussi, bon, et de La Quatrième Dimension, enfin, tout est lié. Et j'ai aussi, alors pourquoi je parle des Femmes de Stepford et que je l'ai revu en 2023, parce que techniquement c'est les 50 ans, je voulais quand même le mettre en avant, mais j'ai vu trop tard Les Femmes de Stepford, après avoir découvert en salle Don't Worry Darling avec Florence Pugh, sans savoir que c'était une des influences majeures. Voilà, donc comme quoi, c'est un film impactant parce qu'il marque déjà dans l'époque où il a été fait, et parce que il reprend des idées d'avant, cette peur-là d'être remplacé, d'avoir un monde trop parfait, et là, donc là c'est avec la vague féministe hein, qui colle encore mieux, et Jordan Peele en fera une autre dénonciation sociétale, bien sûr, sur donc les Afro-Américains qui sont donc pris pour cible dans Get Out. Passionnant tout cela. Et donc Worry Darling remettra l'idée féministe dans le jeu avec un côté un peu Matrix Black Mirror, hein, qui m'avait un peu déçu sur la fin quand même, mais bon, hein, c'est pas bien grave. Je ferme la zone spoiler, voilà pourquoi il était important donc de revenir sur Les Femmes de Stepford, qui est un petit bijou glacial, politico, science-fiction fantastique, horrifique, psychologique, vraiment peu, mais je dis bien trop peu évoqué, et qui a marqué quand même à sa manière les années 70. Donc il est revenu d'ailleurs sur le devant de la scène ces dernières années, c'est un film dont on parle de plus en plus, et là j'aimerais qu'on échange énormément sur celui-ci et que vous le voyez. Voilà, découvrez Les Femmes de Stepford parce que c'est vraiment très très fort, c'est dur, c'est à la fois réaliste et SF d'une certaine manière, mais voilà, ça peut laisser pantois et ça glace le sang arrivé au bout quand même. Tout simplement. Donc à vous la parole, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si vous l'avez vu, ou revenez ici après l'avoir vu pour en parler, hein, n'hésitez pas, hein, ces vidéos restent en ligne et les échanges peuvent se faire une fois là publiées, et même dans quelques mois, quelques années, je sais que je reçois des fois des commentaires sur des vieilles vidéos et je suis bien content. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!